et tous, bienvenue à la maison rurale, donc ici à Fosse-la-Ville. Vous n'êtes pas tous de Fosse, vous êtes un peu partout dans la région. La promotion a été très bien faite, bravo à Luc pour ça. Donc pour cette conférence donc sur le sabre et la calotte organisée par le Cercle d'Histoire. Donc Luc n'en est pas à son premier essai par rapport à ses recherches sur le folklore. Donc il a commencé par les recherches sur les dames chinelles qui ont abouti à des effervescences folkloriques réelles, IRL comme on peut dire, par la suite. Ensuite, il a aussi fait dernièrement des grosses recherches sur les Tchotchos, donc un personnage assez spécifique du folklore de la Saint-Feuillin, de la marche septennale Saint-Feuillin, donc ici à Fosse. Et évidemment, maintenant, il vous présentera donc la sabre et la calotte. Donc, Luc aime aussi la partie sociologique dans le folklore de nos régions. Petite parenthèse sur les femmes dans le folklore. Donc, actuellement, à Regard, au centre d'interprétation, il y a une exposition sur les femmes dans le folklore fossois. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre et ainsi découvrir ces beaux tableaux qui montrent l'évolution de notre folklore dans l'absolu. Alors, Luc, j'ai vu l'actualité ce matin et je ne sais pas si c'est le hasard divin ou alors un pied de nez de la taille que tu es, mais aujourd'hui c'est la Sainte-Julienne de Cornillon, c'est la fête, enfin c'est pas la Sainte-Julienne de Cornillon, c'est la fête Dieu. Et la Sainte-Julienne de Cornillon, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Sainte-Julienne de Cornillon est décédée à Fosse, donc en 1258, donc ça fait déjà une paire d'années, vous allez me dire. Mais surtout, elle a introduit le culte du Saint-Sacrement, dont la première messe a été faite en 1246 ici à Fosse. Et bon nombre de nos marches sont reliées au Saint-Sacrement. Donc voilà, tu l'avais fait exprès en choisissant la date. Non, il ne l'avait pas fait exprès. Voilà. Alors, tout d'abord, voilà, je vais remercier Luc, parce qu'il a mis énormément d'énergie et de passion dans ses recherches, mais aussi organisé cette journée pour que nous soyons tous réunis aujourd'hui. Sa famille qui est aussi présente et qui aide au bar, à l'accueil, les membres du Cercle d'Histoire, donc il y a Jean-Pierre, Gérard et autres qui ont participé aussi à l'organisation, et évidemment le centre culturel et la ville de Fosse-la-Ville qui nous ont mis à disposition ce magnifique endroit pour pouvoir faire cette conférence. Je vais clôturer par une petite page de publicité, pas politique, ne vous inquiétez pas. Le 22 juin prochain, dans la collégiale Saint-Feuillin, aura lieu une conférence sur les 500 ans des stalles de la collégiale, qui sont assez fameuses. Donc c'est de 17h à 18h30 par Mary Zaffaroni, qui est donc une historienne de l'art qui a fait des études assez poussées sur les dites stalles. Et donc on sera in situ au milieu des stalles pour pouvoir vivre leur histoire et découvrir leur richesse. Voilà. Après tout cela, évidemment, vous allez remplir vos esprits, n'hésitez pas à remplir vos corps, car il y a de bonnes boissons au bar, ici à l'extérieur. Bonne soirée, et je laisse la place à Luc. Merci beaucoup pour ce mot d'introduction, certainement trop flatteur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais aujourd'hui vous raconter quelques anecdotes qui ont trait au conflit qui a pu exister entre, d'une part, le clergé et son entourage, et d'autre part, les marcheurs des marches folkloriques de l'Entre-Sambre et Meuse. Cela s'inscrit dans des conflits beaucoup plus larges, conflits entre cléricaux et anticléricaux, qui surviennent à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et pour ce faire, je vais tout d'abord rappeler brièvement ce que sont les principes fondateurs d'une marche. Je dirais ici ce que sont les statuts, ce qu'est le statut d'une marche folklorique avant l'indépendance de la Belgique, donc à la fin de l'Ancien Régime, pendant la période française et pendant la période hollandaise. Je
Je pense qu'il est important de définir le contexte sociopolitique qui existe au moment de l'indépendance de la Belgique et dans les années qui vont suivre, parce que c'est ça qui permettra de comprendre les anecdotes, le ressort qu'il y a derrière les anecdotes que je vais vous raconter. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir à la fin d'essayer d'y répondre. Donc, qu'est-ce que c'est une marche? Une marche, c'est avant tout une escorte armée d'une procession religieuse. Procession religieuse qui est la plupart du temps organisée en l'honneur d'un saint, du saint patron du village où la marche a lieu. Et on considère, en tout cas c'est le discours officiel, on considère qu'il ne peut pas y avoir un label d'authenticité à une marche, d'un point de vue folklorique ou historique, si cette marche n'accompagne pas une procession, ce qui est normal par rapport à la première définition. C'est-à-dire que l'on attend à ce moment-là, a priori, une attitude pieuse des participants à la marche. Et si elle n'est pas pieuse, au moins respectueuse de ce qui s'y passe. Et on attend aussi qu'il y ait une franche collaboration entre, d'une part, le clergé qui va s'occuper de la partie religieuse du cortège, et d'autre part, le corps d'office qui, lui, va s'occuper de la partie militaire du cortège. Mais une marche, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Je dirais, pour moi, une des choses les plus importantes, c'est l'amitié que les marcheurs vont avoir à se retrouver, le plaisir qu'ils vont avoir de se retrouver. C'est aussi les festivités qui entourent une marche. Et si on ne tombe plus dans les excès qu'on a pu connaître dans le passé, il faut quand même bien dire aussi que l'alcool est dans une certaine mesure consubstantielle des marches. C'est aussi autre chose, ce sont les coutumes, les traditions et les superstitions qui n'ont rien à voir avec la religion qui vont apparaître dans ces marches. Et je pense par exemple à la danse que les pèlerins, les marcheurs et même le clergé vont entamer quand, à Jumet, lors de la Madeleine, ils entrent dans la terre à danse. Et ce faisant, ils ne font que se rappeler ce qui s'est passé plusieurs siècles avant, quand les pèlerins, qui processionnaient pour leur châtelaine, ont appris, en rentrant sur cette terre, que leur châtelaine était sauvée. Et de joie, ils ont commencé à danser. Je pense aussi, comme autre coutume, superstition, c'est les marcheurs de Sarre-Saint-Laurent, qui vont tremper la crosse de leur fusil dans l'eau de la fontaine Saint-Laurent lors de la marche. Et on va retrouver comme ça dans toutes les marches différentes coutumes, traditions, superstitions. Valcourt, ça va être la statue de la Vierge qui migre dans l'arbre et tous les marcheurs qui vont arracher assez frénétiquement les branches de cet arbre. Alors on peut se demander si dans le passé, ces marcheurs avaient toujours une attitude assez respectueuse ou assez pieuse. Mais pour ça, on va essayer de faire un tour en arrière et on va essayer de lever le voile sur certains secrets. Oh, bien sûr, ce ne sont pas des vrais secrets. Si c'était des vrais secrets, je ne saurais pas vous les raconter, ils seraient secrètement gardés. Ceci étant dit, il me semble quand même que dans certains endroits, dans certaines marches, chez certains responsables, on a parfois une tendance à oublier, et même à vouloir oublier, ce qui s'est passé il y a un siècle et demi, parce que ces conflits, semble-t-il, pourraient être perçus comme une tâche sur le CV de cette marche. Alors, l'Ancien Régime, pour la Belgique, pour l'Entre-Sambre et Meuse, ce sont deux États, tous reliés à l'Empire germanique, mais on a d'une part les Pays-Bas autrichiens et d'autre part la principauté de Liège. Pour les Pays-Bas autrichiens, c'est l'empereur Joseph II d'Autriche qui règne. Il poursuit la politique de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, mais il va un peu plus loin. Par exemple, avec son édit de tolérance, il fait que la religion catholique n'est plus une religion d'État. Il va aussi, en 1786, il va décider que les marches et les processions, c'est interdit, au motif que ça donne lieu à beaucoup trop d'excès de tout droit. Et alors, il faut aussi se dire que,
en général, un souverain, il n'aime pas beaucoup trouver une bande de gens qui, peut-être un peu enivrés par l'alcool, commencent à se sentir pousser des ailes de liberté, et en plus, quand ils sont armés, ça risque de faire quand même un peu genre révolte. Donc, quand on est souverain, on n'aime pas ce genre de choses, et en plus, ce n'est pas très digne par rapport à la religion. Le prince-évêque va prendre exactement les mêmes dispositions aux environs de l'an 1750. Donc, on est là dans une période, à la fin du XVIIIe siècle, une période où les marches n'ont pas, franchement, le vent en poupe. Et puis, c'est la Révolution française, débarquent les révolutionnaires, et avec la Constitution de 1795, on va faire sortir des congrégations religieuses du pays, on va interdire la pratique du culte dans des lieux publics et même dans des lieux privés, et on va bannir les marches et les processions. Et alors là, ça va être strict, hein, parce qu'à l'époque de Joseph II, si les grands patrons disaient non, au niveau local, on pouvait encore essayer de s'arranger. Quand c'est les Français, la Révolution, c'est non, on n'en fait pas du tout. Et ça, jusque 1801, quand Bonaparte va signer le concordat avec le pape. Ceci étant dit, c'est quand même pas un retour à quelque chose de tout à fait antérieur. En effet, le concordat prévoit quand même qu'il n'y aura aucune fête, à l'exception de celle du dimanche, qui pourra se dérouler sans l'autorisation du gouvernement. Ce qui veut dire que celui qui voulait organiser une marche dans nos régions, il devait d'abord obtenir l'autorisation du gouverneur. En c'était le gouverneur Pérez. Et donc il y avait quand même là un contrôle qui était fait. Et puis Napoléon perd à Waterloo, et on hérite de Guillaume d'Orange. C'est un roi assez autocrate, anticlérical, c'est un roi protestant. Donc pour lui, les saints, ça n'existe pas. Et alors marcher pour un saint patron de village, ça devient compliqué. Il est hostile à l'Église catholique. Bon, j'ai dit, il est hostile aux processions. Alors dans les premières années, il a autre chose à faire que de s'occuper des marches, il va laisser faire. Mais en 1819, il prend une ordonnance qui interdit l'exhibition dans les processions de vêtements extraordinaires, d'autres bigarrures, et même des fanfares. Autrement dit, là, ce sont les marches qui sont ciblées, il n'aime pas les marches et il essaie de les mettre sous contrôle. Là aussi, il y a beau vouloir, on finira par s'arranger, c'est quand même moins mauvais pour les marches que pendant la période révolutionnaire. Et puis, on chante la Violette de Portici, on fait sortir Guillaume d'Orange, et c'est la Belgique qui naît. Alors là, ça va changer. Là, ça va être une période d'or pour les marches. Pourquoi? Parce qu'il va falloir créer, avec ce pays fait de briques et de brocs, il va falloir créer une identité nationale. Et pour créer une identité nationale, quoi mieux que les coutumes qu'on a à gauche et à droite dans le pays, et d'essayer de dire aux gens, c'est quelque chose de bien, allez les gars, allez-y. Et les marches font partie de ces coutumes. Donc, avec la révolution, l'indépendance de la Belgique, les marches vont connaître un essor. Alors, ce pays se dote d'une devise, l'union fait la force. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'union fait la force, c'est en fait l'union des libéraux et des catholiques, qui doivent avoir la force nécessaire pour goûter le hollandais en dehors du pays. C'est ça la signification de la devise. Alors, qui sont ces libéraux et ces catholiques? Les libéraux, pour faire court et bref, ce sont les gens qui sont issus du siècle des Lumières, qui sont adeptes de la parole de Voltaire, et qui trouvent finalement que Joseph II, quand il prenait des réformes, il n'allait pas assez loin. Tandis que les catholiques, c'est autre chose. Ce sont ceux qui ont perdu des privilèges avec Joseph II. Donc, c'est des objectifs différents qui sont poursuivis par les deux. Ceci étant dit, ils ont un ennemi commun à ce moment-là, au moment de la révolution d'indépendance. L'ennemi commun, c'est l'Hollandais. Et donc, l'union, eh bien, elle va marcher jusqu'au moment où la menace hollandaise disparaît, et elle disparaît
avec la signature du traité dit des 24 articles, en 1839, qui consacre l'indépendance de la Belgique. Il y a des divergences de vues sur certains points entre libéraux et catholiques. Une des divergences, c'est celle que évoque le mot liberté dans la Constitution. Tout le monde n'a pas la même compréhension. Ainsi, les catholiques, eux, veulent que l'État n'ait qu'un rôle subsidiaire dans la gestion de différentes matières, telles que l'assistance publique, l'enseignement. Le clergé voudrait bien reprendre l'hégémonie sur l'enseignement. Contrario, les libéraux, eux, c'est les libertés telles que considérait Voltaire, c'est les droits de l'homme, c'est la liberté de la presse, et c'est la liberté de l'enseignement, où l'Église n'a plus rien à voir. On a donc là deux notions qui sont tout à fait opposées. Et ça se voit, quand on regarde ce calendrier, ça se voit dans la composition des gouvernements. Tant que la menace hollandaise est là, jusqu'en 1839 et un peu après, on a des gouvernements faits de coalitions catholiques et libérales. Après, eh bien, ça va être un peu chacun pour soi. On va essayer de tirer la couverture à soi. Ça va être essentiellement des gouvernements, dans un premier temps, monocolores libéral, et dans un deuxième temps, monocolores catholiques. Il y a quelques dates ici. Le Parti libéral, parce que quand je parle de libéral, ce n'est pas encore un parti, hein, l'indépendance, ce sont des courants d'idées, bien sûr, ils s'assemblent de temps en temps, mais le Parti libéral n'est créé qu'en 1844. De la même façon, le Parti catholique n'est créé qu'en 1884. Pourquoi? Bien parce que ces gens, l'un et l'autre, sentent à un moment donné nécessaire de se réunir autour d'une plateforme commune, parce que dans chaque mouvance, il y a des sous-courants. Il faut se les réunir pour pouvoir gagner les élections. Et c'est comme ça que les libéraux gagnent. Oh. Un peu trop vite. Et c'est comme ça que les libéraux vont gagner les élections ici en 1844. Et c'est comme ça que le Parti catholique, lui, va gagner les élections et rester au gouvernement pour de longues années à partir de 1884. Le POB, le Parti socialiste, Parti ouvrier belge, lui ne se constituera aux environs que de 1886. Lui va surtout défendre la condition ouvrière et militer pour le suffrage universel. Parce que le mode électoral est quelque chose d'important à avoir en tête. Pendant toute cette partie, grande partie du XIXe siècle, on a un vote censitaire. Il faut donc payer suffisamment de taxes pour pouvoir voter. Or, on va ajuster un peu le niveau de taxes au cours du siècle, hein, mais ça ne va pas changer grand-chose, c'est toujours les mêmes qui votent. Exemple, à Fos, en 1830, il y a grosso modo un bon 3000 habitants. Mais il n'y a que 200, 250 électeurs. C'est moins de 10% de la population qui vote. Alors, on est dans un système également majoritaire. Système majoritaire, ça veut dire que, et ça jusqu'en 1900, ce qui veut dire que le parti qui rappe 50,1% des votes rappe la totalité des votes. Ce qui entraîne que l'opposition n'a pas droit au chapitre, au conseil communal. Ce qui veut dire que si elle veut s'exprimer, elle va s'exprimer ailleurs. Ça va être le cas des socialistes avec des grèves qui vont s'exprimer très durement dans la rue, hein, très durement, les grèves de la fin du siècle, notamment en 86, quand l'armée va tirer dans les grévistes, c'était quand même quelque chose de sérieux. Alors ça va être moins sérieux à notre niveau, mais ces marches, les marches vont aussi participer, vont aussi être un endroit où ces différences vont s'exprimer. Alors il y a quelque chose qui est important, qui va nous donner aussi une autre date importante, c'est la loi, que les catholiques vont appeler la loi de Malheur, c'est la loi de Pierre Van Hembeek. Pierre Van Hembeek est un ministre libéral, c'est le premier des ministres qui aura l'instruction publique à Châches. C'est en 1878, avant il n'y a pas de ministère de l'Éducation, et après 1884, l'instruction
et les reléguer au ministre de l'Agriculture. C'est vous dire l'importance que ça peut avoir dans le débat. Cette loi, elle est assez révolutionnaire. Elle prévoit que toutes les communes devront avoir une école communale, qui vont gérer. Prévoit ici que les instituteurs devront avoir un diplôme. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Tout le monde ne veut pas en avoir. Du moment qu'on plaisait bien aux meilleurs, ça allait. La loi prévoit aussi que ces instituteurs, et là, ça va être un peu plus dur, que ces instituteurs devront avoir un diplôme qui vient de l'école normale de l'État. Alors là, les évêques, ils ne sont pas contents. Les évêques, à ce moment-là, avec cette loi-là, et c'est pour ça qu'on va avoir la première guerre scolaire, les évêques se revirent, font de la souscription au maximum, vont créer, ça a été une éclosion jamais vue dans le pays, même depuis là, ça va être une éclosion d'écoles catholiques dans toutes les communes. Et les instituteurs qui sont dans l'école publique, comme ils sont menacés de ne plus avoir les sacrements de l'Église, eh bien, ils vont retourner, pour certains en tout cas, dans l'enseignement catholique. Les parents d'enfants, qui eux aussi sont menacés de ne plus avoir les sacrements de l'Église, eh bien, ils vont eux aussi migrer leurs enfants dans l'école catholique. Tout ça pour vous dire que c'est une période là, qui est extrêmement dure, qui va toucher tout le monde. Les parents d'enfants sont sensibilisés à tout ce qui se passe là. Et si j'apprends mon agenda, une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, en 1880, suite à cette guerre scolaire, on a une rupture des relations diplomatiques entre la Belgique et le Vatican. On va jusque-là. Alors d'habitude, les évêques, et c'est encore le cas aujourd'hui, participent à travers des téléums et d'autres choses aux fêtes de l'État. Eh bien, en 1880, c'est le 50e anniversaire de l'indépendance de la Belgique, et bien les évêques, ils ne veulent pas participer et interdisent à leur clergé de participer à cette fête. Autrement dit, 1879, 1880, et s'il faut retenir une date dans ces conflits cléricaux-anticléricaux, ce sont ces dates-là, c'est une date pivot. Alors, avant, on ne s'aime pas, on se fait des croche-pieds comme on peut, après, on se fait la guerre comme on peut aussi. Hein. Des deux côtés, il n'y a pas, dans les guerres, il n'y a jamais un bon et un méchant, contrairement au western. Là, franchement, on se fait une guerre totale. Donc ça m'amène maintenant, j'imagine que c'est pour ça que j'ai venu, pour entendre parler des marches. J'y viens. Ces conflits vont transparaître dans les marches. On va les voir dans, sans que je ne prétends pas à l'exhaustivité, on va les voir au moins dans une vingtaine de communes. Or, pour avoir des informations, c'est relativement difficile. Je vais dire, on avait des conseils communaux assez protocoleux. Donc, dans les PV des conseils communaux, on va retrouver grand-chose. Là-dessus, on n'écrit jamais que ce qu'on a envie d'écrire. En plus, c'est pas aussi bien tenu qu'aujourd'hui. On trouvera de temps en temps un subside octroyé à telle marche ou telle marche, mais encore, c'est assez similaire. Les corps d'office qui vont organiser les marches, encore plus jusqu'à peu près l'an 2000, s'ils ont des PV de réunion, c'est en général sur des cartons de pierre, matériaux éminemment biodégradables. Donc on n'a pas de trace de ce qui a pu se dire dans ces associations à ce moment-là. Essentiellement, les sources écrites que l'on peut avoir, c'est à travers la presse. Le problème, c'est que cette presse, à ce moment-là, ce n'est pas une presse d'information, c'est une presse de propagande. Il y a un journal catholique, il y a un journal libéral, et ils défendent leurs idées, peu importe ce qui s'est réellement passé. Donc, il faut avoir une lecture extrêmement critique quand on se tourne vers la presse de l'époque. Or, je vais, à l'instar du guide Michelin, mettre quand même de temps en temps une indication sur la couleur politique de la source. Pour la plupart des présentations, je vous mettrai à gauche une image représentant le titre du journal ou même l'article.
Et je lui mettrai un petit drapeau, un drapeau aux couleurs qui, pour les gens de ma génération, parlent, hein, bleu libéral, mouche socialiste et orange catholique. Comme ça, on peut voir d'où vient l'information. Je vais quand même faire une remarque au sujet du bleu. Il faut savoir qu'en 1874, il y a tellement de magouilles dans les élections, il y a tellement de fraudes qu'on va changer un peu la loi. Jusque-là, l'électeur écrivait sur une feuille de papier le candidat qu'il retenait. C'était quand même un peu ouvert à beaucoup de choses. On va, à partir de ce moment-là, 1874, avoir des bulletins préimprimés avec la liste libérale à gauche et la liste catholique à droite sur les bulletins de vote. D'où l'expression gauche libérale et droite catholique. Il ne faut pas chercher ailleurs. Et en plus, pour que ça soit lisible, bon, je ne dis pas parfaitement. On va mettre des couleurs pour que tout le monde s'y repère. Et le libéral savait bleu, tandis que le catholique, après quelques mois de discussion, on va leur attribuer le rouge carmin. Bleu, rouge carmin, on n'en parle pas beaucoup dans la tête. Mais le bleu libéral, quand on veut critiquer les libéraux, ou quand on veut se mettre en avant, on est bleu. Et on le dit clairement. Alors, bleu libéral, c'est bleu anticlérical. Les deux vont ensemble, hein, c'est indissociable. Donc ça, il faut l'avoir en tête quand on lit cette presse. J'ai pris ici, pour une dizaine de marches de notre centre et Meuse, depuis 1866 jusqu'à 1924. Je ne vais pas prendre les articles, ce ne sont pas des articles qui disent grand-chose. C'est des articles où on dit je suis bon, il est mauvais, je suis beau, il est laid, et il y aura en plus quelques injures. Donald Trump n'a rien inventé à ce sujet-là, hein. Là on va déjà en servir. J'ai par contre extrait un certain nombre de qualificatifs qui reviennent. Et aussi bien dans la presse socialiste, le journal de Charleroi par exemple, que libérale, la Gazette de Charleroi, ou dans l'Union Wallonne, qui est la presse catholique. Ce sont les mêmes mots qui reviennent dans les trois couleurs politiques. Bien sûr, ils n'en tirent pas les mêmes conclusions. Mais ce qu'on retrouve là, c'est que dans les marches, franchement, il n'y a rien de religieux. Hein. Ce sont des amusements. On voit, on y va pour aller au bal à la fin de la journée. On fait des chaluts. Ce sont des meuleries. Ce sont des rixes. On jure pendant la procession. On chante même des chants profanes. Ce sont des kermesses, carnaval, cavalcades. Et derrière, dans les marcheurs, il y a que des décrets, on a monsieur. Et en fait, il y a encore un point important, c'est la collusion au niveau commercial entre différentes entités du village. Un bel exemple est celui des eaux en 1910, où il y a une collusion entre d'une part les maîtres charbonniers, le clergé et les commerçants, et chaque fois que je dis les commerçants au sujet d'une marche, vous traduisez cabatier. Il y a une collusion entre ces trois entités pour soit par la menace, c'est des patrons de charbonnage, pour soit par la menace faire venir les ouvriers à la marche, soit par intérêt, et là ce sont plus les cabaretiers qui vont jouer ce rôle-là, c'est payer une partie des costumes pour que les gens viennent. Bon, l'intérêt des cabaretiers, il est simple, hein. S'il y a des marcheurs, il va y avoir du public, on va voir un business va bien tourner, c'est ça l'intérêt. Et ce qui fait que Jules Van der Reus, qui est un des premiers historiens sur les marches, va écrire un grand article au sujet de la Trinité à Walcourt, mais ce faisant, il parle d'autres marches. Il va dire l'évêque de Namur, Monseigneur Hélène, a bien dans l'intention d'interdire les marches. Et il dit d'ailleurs que c'est à cause de ça que frères Yves Gomzé, Crie, Chastré et Vitrilal vont perdre leur marche. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jules Van der Reus, et je vous montrerai tout à l'heure au sujet de Vitrilal. Mais n'empêche, on voit bien que les choses ne sont pas satisfaisantes de part et d'autre. J'ai commencé donc avec les anecdotes. Montréalais est chronologiquement la première qui me vient à l'esprit, mais c'est aussi une des plus riches. Montréalais, en 1856,
nous dit le journal de Charleroi, il y a des fièvres. Alors à ce moment-là, la meilleure solution, c'est de faire une procession et le curé obtient de l'évêque l'autorisation de faire une procession et même de la faire escorter par des soldats en armes, une compagnie de soldats, et même d'inviter des compagnies extérieures. Maintenant, le dimanche précédent la marche, le curé dit bon, et la procession, on va la faire après les vêpres. Après les vêpres, ça veut dire en fin de journée. Et si on la fait en fin de journée, on ne va pas sortir, on ne va pas s'amuser beaucoup. Le temps de sortie est limité. Alors, c'est pas gai, ça. On envoie le bourgmestre en délégation auprès du curé. S'il vous plaît, monsieur le bourgmestre, on ne pourra pas la faire après la messe, cette procession. Le curé reste sur ses positions. Non. On envoie d'autres délégations. Les notables y vont. S'il vous plaît, après la messe, le curé reste ferme. Alors là, il n'y a plus grand-chose à faire. Eh bien, les paroissiens vont dans le presbytère et font entendre vocalement leur opposition au curé, qui à ce moment-là se dit bon, ok, ça va, on va la faire après la messe, mes chers paroissiens. Bilan pour cette affaire-là, marche 1, clergé 0. Il existe aussi, je vous dis, Morgalmé, c'est riche. En 1871, il existe à Morgalmé, depuis quelques années d'ailleurs, une fanfare libérale qui est présidée par un certain Léon Wilmar. Et ce Léon Wilmar, il est industriel et il travaille avec ses fils. Et cette fanfare libérale, elle est accusée par les milieux catholiques de ne pas vouloir participer à d'autres choses que les parades libérales, et en plus ils refusent d'aller aux processions, bon, sauf que la marche Saint-Pierre, et éventuellement à quelques enterrements. Je vais faire quand même ici une note de bas de page. Léon Wilmar, là-bas, il y a des vernis. Si vous voulez travailler chez Léon Wilmar, vous avez intérêt à appartenir à l'obédience libérale. C'est bon à savoir. Et en 1891 se crée une nouvelle fanfare catholique. Alors bien sûr, elle a le support du clergé, mais aussi du bourgmestre Charlier, qui lui aussi est un industriel. Et elle fait sa première apparition à la fête Dieu, elle va à la messe et à la procession. Procession, il n'y a pas de marche. Je vais faire ici une deuxième note de bas de page. Le bourgmestre Charlier, c'est aussi un industriel. Et pour travailler chez lui, eh bien, on a aussi intérêt à être dans le cercle catholique, à adhérer au syndicat. Donc, ce que je veux dire par là, sans prendre position pour l'un ou pour l'autre, on a, à Morgalmé, dans des courants politiques opposés, deux personnes qui sont industriels tous les deux, on peut imaginer qu'ils travaillent un peu pour leur ego personnel. Et ils essaient de constituer autour d'eux des piliers. Alors la Belgique, elle est en effet connue pour avoir bien développé toute cette politique de piliers. Et bien là, on en a un exemple extrêmement local. Alors, on a un petit problème. On a la marche Saint-Pierre qui arrive. On a des marcheurs, on a des pèlerins, et là, on a deux fanfares. Comment est-ce qu'on les intégrer dans ce cortège? Là, on a un sérieux problème. Et le major de la marche, qui est un libéral, le titre le plus élevé, le grade le plus élevé de la marche, il va trouver le curé. Alors on n'a pas le texte exact de ce qu'il va lui dire, mais on peut imaginer qu'il lui dise monsieur le curé, on était là avant, on va quand même pas prendre ces nouveaux, c'est nous qui connaissons la musique, hein, monsieur le curé, on va pas les prendre. Monsieur le curé dit, ben si, on va quand même les prendre, eux. Bon. On est quand même là dans une situation pour le moins surréaliste. On a là une fanfare libérale, donc anticléricale, qui se bat pour avoir le monopole pour escorter une procession religieuse. Chercher les vols. On va quand même trouver une solution. Donc, le bourgmestre réunit le collège, le curé, et ils arrêtent un règlement. Et ils disent,
simplement, eh ben, chaque fanfare aura sa place dans le cortège. La fanfare libérale va s'occuper des marcheurs de la partie militaire, et la fanfare catholique, elle, va s'occuper de la partie religieuse de la procession, et elle n'interviendra surtout pas dans la partie militaire et dans la partie festive. Et pour transmettre ce règlement au corps d'office, le bourgmestre convoque les officiers de la marche, la veille de la marche. Alors, les délais administratifs de l'époque sont beaucoup plus courts que ceux qu'on connaît aujourd'hui. C'est une constante. Ceci étant dit, quand même, le faire la veille, ça ne laissait pas beaucoup de temps aux officiers pour se retourner. C'est rien, les officiers, en allant à ce rendez-vous, ils savaient bien à quoi s'en tenir. C'est un petit village, on sait bien ce que le voisin pense, donc ils savaient très bien quoi. Et donc, comme ils savaient très bien quoi, ben, ils s'arrangent pour arriver en retard. Actuellement, qui aurait dit Freud. Et quand ils arrivent, eh bien, le bourgmestre, il n'est plus là. Actuellement, qui aurait dit Freud, ça. Toujours est-il que le message officiel n'est pas passé entre le bourgmestre et les officiers. Et le bourgmestre a bien compris que les marcheurs, mais ils avaient qu'une envie, c'était de faire leur mode. Et donc, le matin de la procession, de la marche, il fait un arrêté et il dit on va interdire la procession, le curé est d'accord, et on va interdire aux gens de sortir en armes. Donc, autrement dit, on interdit la marche. Et pour être sûr qu'on respecte sa décision, le bourgmestre il fait déployer des gendarmes dans Montpellier. Alors, évidemment, les marcheurs, quand ils lisent les placards, quand ils voient les gendarmes débarquer, ils comprennent aussi que là, ils n'auront pas le dernier mot. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver le bourgmestre. Ils disent oui, monsieur le bourgmestre, on s'est peut-être un peu trompé, il y a peut-être moyen de s'arranger, monsieur. Et le bourgmestre dit non, ça, il est trop tard. Non. Éventuellement, allez voir le curé, il est peut-être plus magnanime que moi. Et en effet, ils vont voir le curé, lui, il dit, après avoir fait un peu lanternaire, le curé dit oui, ça va, on va pouvoir marcher. Et donc, tout va bien. Je dis quand même que l'accord qui a été pris là-bas, il a été pris à l'instigation des cabaretiers. N'oubliez pas le business avant tout. Et on pourrait appeler cet épisode la querelle des investitures des fanfares, en faisant référence à un événement historique bien plus grandiose, je dirais, puisque les officiers ici ont dû aller à Canossa. Je voudrais faire une remarque, je disais tout à l'heure sur les secrets. En 1977, il n'y a pas 50 ans, Roger Goller, qui a fait un travail d'archiviste, d'analyse des archives, a écrit un papier dans le bulletin des marches, donc le bulletin d'association des marches folkloriques, racontant grosso modo ce que je viens de vous raconter. Il n'a peut-être pas écrit dans les mêmes termes que moi, mais c'est de ça qu'il raconte. En 1977, les présidents des deux compagnies ont trouvé qu'il y avait quand même un peu fort quand Roger Goller à écrire un article pareil. Caché, je sais que je ne saurais voir. Donc, je dis, Roger Goller a écrit une réponse. Les garçons, c'est jamais que de l'histoire que je vous raconte. Alors, je ne suis pas en train de prendre parti, je vous raconte des faits. Et ce qui fait que l'année suivante, on n'a pas voulu revivre ces problèmes, et donc on a, en 1892, divisé la compagnie en deux, les patriotes catholiques et il y a les Amis réunis, qui est la phalange libérale. Et chacune a eu donc sa fanfare. Tout va bien, on peut y aller. Et ça va aller comme ça, très bien. Dans un climat apaisé. Enfin, j'ai quand même mis des guillemets à apaisé, parce que de temps en temps, les rentrées étaient un peu chaudes. Et en 1938 et 1939, les patriotes sont seuls à sortir. Les marcheurs réunis sortent, ne sortent pas, soit font rejoindre les rangs des patriotes. Pendant la guerre, on ne marche pas, évidemment. Et à la fin de la guerre, en 1945, les patriotes sont les seuls à sortir. Après la guerre, les communistes qui ont gagné quand même quelques galons dans la résistance, là, ils ont pignon sur rue, d'abord 1946. Et les communistes voudraient bien avoir une compagnie à eux. Et on dit que ça serait la compagnie Gottlieb. Quand Raymond Reymans, je ne sais pas s'il est dans la salle, me raconte
ça, franchement, pour le dire de façon polie, les bras me tombent. Une compagnie bolchevique pour escorter des reliques religieuses, je disais d'abord, on est en surréalisme, mais là, franchement, c'est assez. Ceci étant dit, les anciens et les amis réunis, ça ne leur plaît pas, et donc ils décident de recréer la compagnie des amis réunis, et elle ressort à partir de 1946. Elle ressort encore maintenant, les deux compagnies sortent maintenant, et ils s'entendent bien, hein, on se tape plus sur la gueule. D'ailleurs, quand ils sortent ensemble, ils mettent des sabots pour éviter des différences. Et il n'y a plus qu'une seule fanfare, c'est celle des patriotes. Il reste quand même quelque chose de ce conflit du siècle dernier. Les Amis réunis, on le voit dans l'affiche ici, les Amis réunis ne vont toujours pas à la messe de la nuit, alors que les patriotes y vont. Gerpine, bon, c'était il n'y a pas longtemps, c'est quand même connu pour les marches, Gerpine. Mais Gerpine a aussi connu un incident. Journal de Charleroi, socialiste, nous dit qu'en 1860, eh bien, pour la Sainte-Rolande, les ecclésiastiques, sauf un, qui est resté avec les reliques, tous les ecclésiastiques étaient partis à Charleroi. Pourquoi? Parce que c'était jour d'élection. Alors, vous comprenez bien que dans un système tel que celui qu'on vit là à ce moment-là, chaque voix comptait. Et donc, il s'agissait de rassembler ses troupes derrière soi. Et tous les prêtres sont partis à Charleroi pour voter, ne laissant que le vicaire de Gerpine pour escorter les reliques. En 1900, le journal de Charleroi et la Gazette de Charleroi me disent qu'il y avait un peu de tiraillement entre la jeunesse de Villers-Pottery et la jeunesse de Gerpine. Il faut savoir que Villers-Pottery, c'est là que Rolande, qui va devenir Sainte-Rolande, est née. Alors que Gerpine, c'est là que sont conservées les reliques de Sainte-Rolande. Et ces deux jeunesses qui auraient eu des couleurs un peu politiques différentes, eh ben, elles ne s'entendaient pas tellement bien. Alors, le bourgmestre avait bien senti qu'il allait avoir quelque chose, et il avait fait un arrêté interdisant à la jeunesse de Gerpine d'aller à Villers-Pottery avec leurs armes. Il avait même fait déployer 30 gendarmes à cheval. Alors pour l'époque, 30 gendarmes à cheval, c'est quand même un peloton sérieux. On vous met les moyens. Et ils ont été utiles parce qu'ils ont empêché les bagarres au départ et à l'arrivée. Et à midi, quand on est arrivé à Villers-Pottery avec les reliques de Sainte-Rolande, et bien la jeunesse de Villers-Pottery a voulu conserver les reliques pour lui. Alors on a fait le coup de poing, on a sorti les épées. Bon, il n'y a pas eu de mort, hein, il y a eu juste quelques bleus, mais la conséquence de tout ça, c'est qu'année suivante, en 1901, on a quand même eu beaucoup de mal à Gerpine à recruter des officiers. Les gens n'avaient pas tellement envie d'aller faire le coup de poing, ils étaient plutôt là pour s'amuser. En 1907, les choses ne s'améliorent pas. Et le curé n'est pas satisfait de ce qui se passe. Il a d'ailleurs exigé de la part des marcheurs de voir qui marche. Alors il va avoir 400 noms à scruter, et son exigence, c'est simplement pour pouvoir éliminer les mécréants, les braillards, les ivrognes, et donc il fait le tri un peu parmi les marcheurs, parce qu'il veut, on peut le comprendre, les soldats sont là quand même pour donner l'exemple. La conclusion que je tire de ça, parce qu'il y a peut-être de l'exagération, on peut dire dans après, mais c'est en tout cas, c'est que ça ne se passait pas en meilleur des mondes avant 1907 au moins. Walcourt, je suis connu pour la Trinité. Le journal catholique L'Union de Charleroi nous dit qu'en 1869, l'évêque veut interdire les cantiniers. Parce que les femmes dans la marche, on va pas faire le débat habituel de ce siècle, mais c'est quand même pas un top à l'époque. Et en plus, une cantinière, ça sert à boire. Ça aussi, c'est pas top.
Et le journal de Charleroi nous dit finement que dans la compagnie d'Oswald, qui est quasi perpétuellement invité à participer à la Trinité, et bien dans cette compagnie d'Oswald, il y avait une coquette cantinière qui, rasée de frais, n'en fait pas trop l'air d'un homme. Bref, si on décrit maintenant les choses, l'Oswald n'avait pas envie de contredire l'évêque, et donc il n'y a pas eu de femme. On n'allait quand même pas crever de soif pendant la marche, hein. Donc on a pris les dispositions qu'il fallait pour pouvoir avoir. En 1873, à Valcourt, il y a une contre-procession des libéraux, et là j'avoue, j'ai beau chercher, je ne sais pas de quoi il s'agit, c'est dans la presse, mais sans en dire plus, je ne vous en dirai pas plus. Toin, c'est encore plus proche que la Saint-Paul, mais aussi pour en French. Bien, en 1866, il y a une épidémie de choléra. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on fait une procession, soit pour éviter les maux, soit pour remercier de la guérison. Et c'est ce qu'on fait en 1867, on fait une procession. Et le curé de la Ville-Bosse, en 1868, comme tout bien, il demande au bourgmestre, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une escorte armée dans cette procession? Et l'administration communale dit oui. Tout va bien. Eh ben non. En 1870, 2 ans après, je peux lire dans le journal de Charleroi que l'autorité ecclésiastique a décidé de supprimer la procession et donc de ne pas participer à la marche, au motif qu'un haut personnage catholique n'avait pas été élu député aux élections précédentes de 1870. Alors, les libéraux qui veulent quand même protéger leurs commerçants, traduisent toujours catholiques, mais les libéraux prennent les mesures qu'il faut et ils vont à ce moment-là organiser une grande marche civile et militaire sous l'autorité de l'administration communale. Et donc on va marcher en 1870, on marche. Il n'y a pas de curé, c'est pas grave, du moment que le business tourne. Et ça va durer un petit moment, hein, parce que toujours, dans la Gazette de Charleroi, on voit en 1879 qu'on en est toujours à avoir une procession devenue civile ou plutôt laïque, tout en restant religieux. Les journalistes disent finement et perfidement, à point, on a une nouvelle façon de comprendre la religion. Hein. On célèbre les cérémonies pieuses sans les prêtres. On fait marche sans le concours du clergé. 1901, là, le clergé est nouveau présent. Il n'a toujours pas envie de cantinière. Et là, il va finir par trouver un accord avec le bourgmestre. Il n'y aura pas de cantinière à tout. Mais c'est le seul endroit, nous dit Jules Van Deleuze, partout ailleurs, on aura des cantinières qui sont des vivandières délurées et courtes vécures. Je ne sais pas si c'est très religieux comme comportement, c'est en tout cas ce que nous raconte Jules Van Deleuze. Toujours à Toin, en 1912, il y a une nouvelle compagnie qui se crée, les pompiers des Brèves. Alors là, ce sont des vrais pompiers, hein. C'est des mecs qui vont éteindre les incendies à ce moment-là. Ils ne deviendront société folklorique qu'en 1939. Et les Brèves, c'est un quartier de Toin, sur les hauteurs de Toin. Et là, le journal catholique Pays Wallon me dit, franchement, ces mecs-là, c'est pas possible. Ils sont tout le temps en train de faire du chalut, ils sont tout le temps en train de sortir des cafés, refusent même de porter la statue de Saint-Roch et de rendre les honneurs militaires à Saint-Roch. Donc on voit quand même que ce n'est pas toujours le grand amour entre tous les marcheurs et le clergé. Gounille. Gounille, c'est un cas un peu différent. À Gounille, tout le monde nous dit, presque catholique, socialiste et libéral, il y a à Gounille, en 1878, 2 partis. Bon, ça, c'est pas un scoop, ça peut être partout la même chose en Wallonie. Il y a des libéraux, il y a des catholiques. Et il y a 110 maisons, 120 électeurs à Gounille. Les élections communales se sont mal passées. Il va falloir les recommencer. On met un commissaire
spécial pour venir surveiller le bon déroulement de ces élections qui sont commencées. Et on détache de nouveau des gendarmes pour voir que tout se passe bien. Parce qu'il y a des violences pendant la campagne électorale. Il y a même qu'elles ne sont que verbales, il y a des menaces de mort dans la campagne électorale. Vous n'y croirez pas ça, mais quand même ça, il y a un village tout calme, précis. Et à la fin des élections, les libéraux gagnent par 62 voix à 58. Mesurez quand même les étroitesses de la marge. Il faut franchement aller les chercher, ces voix, pour gagner. Mais vous dites, il y a quelqu'un d'intéressant, c'est Louis Wauty. Louis Wauty a plusieurs enfants, dont un fils aîné, Anglebert, et un autre fils, Ernest. Louis Wauty, il est échevin catholique. Et son pire ennemi politique, c'est son fils Anglebert, qui est libéral. Ça, c'est pas de chance. Il a raté l'éducation des gamins. Et c'est Anglebert qui va gagner les élections avec ses partenaires politiques contre le papa, et y compris Henri Pirmet, qui est quand même dans un personnage connu, y compris en Belgique. Il y a une compagnie marcheur officielle qui est reconnue, clean, 120 hommes, elle marche avec la fanfare Sainte-Cécile de Mété, et évidemment, cette compagnie est soutenue par aussi bien le bourgmestre catholique que par le clergé. Il y a aussi à Gouny, à cette époque-là, une deuxième compagnie dissidente. Elle aura du mal à pouvoir sortir, mais va quand même finir par avoir l'autorisation de sortie, et on va dire d'elle que c'est une compagnie invitée étrangère. Bon, elle est Gouny, hein, mais on a parfois en Belgique comme ça des solutions où c'est quand même mieux de dire étranger, comme ça on sort sans avoir perdu la face. Et cette compagnie dissidente, elle est quand même importante, hein, à 80 hommes à l'époque, c'est comparable aux 120 hommes de l'autre compagnie. Elle a comme commandant un certain Ernest Wauty. Alors, est-ce que c'est le même que le fils de l'autre? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé la preuve sûre et certaine, mais j'imagine quand même qu'à la même époque, dans tous les Wauty que j'ai pu voir à Gouny, il y a quand même une grande probabilité que ce soit les deux mêmes personnages. Ce qui voudrait dire que le deuxième gamin, il est aussi chez les libéraux, pas de chance pour le père. Et, bon, le père, il va quand même s'en sortir, les élections suivantes, c'est quand même, je le dis de plus en plus de mes cheveux de bien blanc, il faut quand même qu'on ait un peu de respect pour l'aîné, et c'est quand même le père qui va gagner les élections. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que finalement, à Gouny, pendant grosso modo une dizaine d'années, on va avoir deux compagnies qui sont liées à des partis politiques opposés. Et quand je dis opposés, quand ils s'opposent en campagne électorale, c'est violent. Et en plus, derrière tout ça, on a probablement une querelle de famille. Bienbray est aussi un beau village pour ces cas-là. Bienbray nous dit toute une série d'écrits à sa marche à Saint-Pierre qui est créée en 1830. Mais en 1847, le curé n'en veut plus. Non, tous les marcheurs, c'est des ivrognes, c'est une bacchanale, ça ne va pas, et donc ils décident d'arrêter, d'autant plus qu'il y a eu des bagarres qui ont dû être jugés au tribunal de Dinan. Donc ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Et l'évêque va donner raison à son curé. Pour le protéger, il va le muter dans une autre paroisse. Ce qui fait, en plus, qu'il va prendre comme décision, il n'y aura plus de marche pendant plus de 20 ans à Bienbray. Bon, c'est pas grave, hein. Si on ne marche pas à Bienbray, on ira marcher dans le village à côté. Et c'est ce que les gens de Bienbray vont faire. Pendant plus de 20 ans, ils vont aller marcher dans les patelins autour. Bon, à un moment donné, quand même, en 1873, il faudrait bien même qu'on marche dans le patelin. Et donc, ils font une pétition qu'ils envoient à l'évêque. Pas de réponse. On envoie à ce moment-là le bourgmestre avec deux notables, trouver l'évêque qui va les recevoir poliment, mais les conduire poliment, mais quand même
les ait conduits. Il se dit à ce moment-là que le curé de l'époque, a écrit une lettre à l'évêque pour lui dire Monseigneur, c'est pas une bonne idée de remettre la marche en route. Donc, évidemment, ça c'est une information qui finit par arriver aux oreilles des gens bien vrais, et si ce n'est pas une information, c'est en tout cas ce qu'ils pensent. Et c'est avec ça qu'ils vont dire. Pourtant, le curé l'abbé Médot, c'est un bon garçon. Il est du pays. Avant qu'il ne rentre au séminaire, il était même officier à cheval, à Mamelouk, à Walcourt. Mais évidemment, avec la lettre qu'il vient d'envoyer à l'évêque, il est devenu l'abbé Thomas, c'est pas possible. Et on va même aller jusqu'à tirer dans la porte du presbytère. Les gendarmes vont dire, vont faire une enquête, mais comme dans la Corse, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Et donc, les gendarmes, ils vont chez eux, on ne sait rien faire. On va aller jusqu'à mettre des affiches à l'intention du curé, en disant, Monsieur le curé, si vous faites la procession, vous serez bienvenu. Mais si vous ne la faites pas, ben, vous n'êtes plus de la commune. On va même dire, la rumeur a été dit, on pourrait peut-être se convertir au protestantisme. Bon, on va oublier le fait que les protestants et les saints, c'est pas leur truc, et donc que la Saint-Pierre, on pourrait l'oublier dans ce cas-là. On n'est pas dans une réflexion rationnelle, on est dans des motifs. On veut marcher, bon, on veut rien d'autre. Mais l'abbé Médot, avec tout ça, il se sent quand même menacé dans son intégrité physique et il s'en va de la paroisse vite fait, laissant ses paroissiens seuls. Et donc, c'est pas un problème. 1854, le bourgmestre fait ouvrir les portes de l'église, on prend la statue de Saint-Pierre et on appelle la procession. Bon, c'est un curé, mais on n'avait pas besoin de lui finalement. Ça va très bien comme ça. Et l'évêque entend parler de ça, il comprend la parodie de la chose. Et donc, il jette l'interdit sur les revenus. Oui, mais quelques jours après, il y a un bon chrétien qui vient à décéder. Il va pas l'enterrer, ce garçon-là. Non, on n'a pas de curé pour procéder à l'enterrement. Alors comment on va faire? La fille du défunt va trouver le curé de la paroisse voisine, en mettait, elle dit, Monsieur le curé, frère, non, l'évêque a acheté l'interdit, je suis désolé, mais moi je ne peux rien faire. La fille rentre à démarrer, et le bourgmestre fait ouvrir les portes de l'église, il va prononcer son discours, et on procède à un enterrement civil. Sans doute prévu par l'évêque, le ministre des Affaires intérieures, qui est catholique. Vous voyez jusqu'où ça monte. Hein. En 1947, il y avait quelques ivrognes, maintenant on en est au ministre des Affaires intérieures qui jette la suspension sur le bourgmestre. Je me dis qu'on est dans un pays surréaliste. Bon, ça va. Heureusement, dans les familles de Cambrai, il y avait un jeune prêtre qui était là, qui a trouvé les mots qu'il fallait pour aller convaincre l'évêque de lever l'interdit et pour autoriser la marche. Et en 1875, l'année suivante, on a marché. L'évêque est même venu et les marcheurs ont rendu les honneurs militaires à l'évêque. C'était bien qui finit bien. Châtelet, 1874, il y avait, à la fin de la partie militaire du cortège, deux hommes déguisés en bonne sœur dans une ambulance qui singeait le dévouement religieux. Vous voyez, le genre de choses que l'on faisait. Et 20 ans plus tard, la jeunesse, et il faut bien se rappeler que la jeunesse, c'est le groupe de gens qui organisent toutes les festivités d'un village, y compris la marche. Eh bien, la jeunesse, en 1894, n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller mettre des baraques foraines sur le parcours, sur l'itinéraire que devait suivre le cortège. Florène. Florène est un cas assez similaire à celui de Montréal. Florène, période hollandaise, 1825,
prenez la compagnie de Florène, qui s'appellera la compagnie Saint-Pierre, et qu'on nommera par après les Blancs. En 1844, mais une harmonique. Elle participe à la marche. Mais en 1875, dans beaucoup de communes, ce sera le cas à Fosse en 1879, en 1875, à Florène, mais cette harmonie se scinde entre l'harmonie Sainte-Cécile catholique et la Ligue ouvrière libérale. Et on a plein de problèmes. On a deux harmonies, on a une compagnie, et comment ils vont faire? On a une idée de génie, on va scinder la compagnie en deux, on va y penser. Et en créant cette deuxième compagnie, elle va porter des pantalons de couleur garance, donc on va les appeler les rouges. Notez bien. Alors là, c'est le fin du fin. Pour savoir quelle compagnie va aller avec quel pantalon, on va tirer au sol. C'est l'administration communale qui va surveiller tout cela. Et à ce moment-là, c'est la catholique Sainte-Cécile qui va aller avec les rouges, pendant que la libérale Ligue ouvrière ira avec la compagnie Saint-Pierre, qui conserve les reliques, les statues. Je ne sais pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on est un pays surréaliste. Bien sûr, le tirage au sort, il était peut-être pas orienté, mais on aurait peut-être pu réfléchir à ce qu'on faisait, aller mettre la partie libérale avec les reliques, privant la partie catholique des reliques. On aurait pu le faire aussi. Mais ça n'a pas choqué les gens. On a continué comme ça, tout allait bien. Et jusque après la guerre, où les rouges qui étaient avec la Sainte-Cécile commencent à décliner. En 1957, ils ne sortent plus. Et la fanfare Sainte-Cécile sent que les choses ne vont pas très bien, et alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de quitter les Blancs pour rejoindre les Rouges. Bon, le problème, c'est que les Rouges, à ce moment-là, ils ont fait de musique. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle des mercenaires et on crée une troisième musique, les Rouges, qui vont escorter la statue de Saint-Paul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Florène, on marche pour Saint-Pierre et Saint-Paul. À Jumet, la Madeleine, en 1878. Eh bien, parmi les nombreux groupes à Jumet, il y a un groupe de cavaliers qui a un costume bleu. On rappelle le bleu libéral anti-américain. Et on les surnomme, très justement, sans malice, les bleus. Le curé de la paroisse va leur interdire de participer à la procession au motif qu'ils portent une couleur hostile à la religion catholique. Bon, c'est pas grave. Eux vont décider de soit précéder, soit suivre pas loin la procession. Pas de problème. Je voudrais quand même vous faire remarquer une chose, c'est qu'à Jumet, à la même époque, et il marche encore maintenant, il y a une compagnie qui s'appelle les Bleus de l'Huissère, aussi appelée les Bleus. Il y a encore une troisième compagnie qui s'appelle les Vaillants Bleus. Ce sont des verriers endimanchés portant l'épée. Et bien, quand même, on peut voir que dans les trois compagnies, il y en a une qui est exclue, il y en a deux qui sont acceptées. Il faut aussi chercher la... Ah, Jumet, il y a un personnage intéressant à la fin du 19e, début du 20e, qui est Jules Franck. Jules Franck est tout d'abord approché par les libéraux pour faire de la politique avec eux. Et il choisit d'aller avec les socialistes, il sera conseiller communal et chemins bourgmestre, et même sénateur socialiste. C'est un industriel dans la verrerie, c'est un libre penseur, anticlérique. Il sera rejeté par les socialistes, c'est un personnage, Jules Franck. Il sera rejeté par les socialistes en 1922 parce que pendant une grève dans son entreprise, il va avoir un comportement qui n'est pas tout à fait socialiste. C'est pas grave, il arrête de faire de la politique en 1922. Ce monsieur, il est général de la Madeleine. En 1878, on refuse aux Bleus de marcher sous prétexte que ça n'a pas la bonne couleur politique, mais on va avoir bleu, mais on aura surtout, de 1908 à 1922, un général qui est libre penseur, qui est socialiste, et qui va marcher
à la tête de la compagnie. Alors, là, il y a un peu de rivalité entre les socialistes et les libéraux. Les libéraux vont dire de Gerson aussi, ouais, ben, il fait ça parce qu'il a plein de voix, et donc il tient à se montrer, il tient à avoir des plumes. Et les socialistes vont répliquer, mais non, d'ailleurs, il ne va pas à la messe Saint-Pendant la Madeleine. Et tout ça, on le dit clairement. Vitrival, près d'ici, 1881 est l'année de la fin, au moins temporaire, de la marche. Et le journal Le Messager de Fos, catholique, va nous dire en 1890, qu'il y a 3 brassées de drapeaux bleus qui sont arrivés devant la porte de l'église alors que le curé s'apprêtait à sortir avec le Saint-Sacrement. Ce que ça veut dire en clair, les libéraux sont arrivés devant la porte de l'église et ont interdit à la procession de sortir. On peut se demander pourquoi ils font ça. Parce que ailleurs, il y a des conflits, mais on marche quand même. Pourquoi est-ce que là, on ne le veut pas? On peut peut-être remonter un peu en temps et lire la Gazette de Charleroi de 1880. Il y a à Ézot, aux Forges, un jeune de Vitrival, un certain Leclerc, le patronnier du courant à Vitrival, qui se blesse pendant le travail. Il est gravement blessé. On fait venir le curé d'Ézot qui le confesse. Il décède, on ramène la dépouille à Vitrival, mais là, le curé de Vitrival refuse, au motif que ce n'est pas un bon chrétien. Mais si monsieur le curé, c'est un bon chrétien, il vient d'être confessé. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une attestation. On retourne à Ézot, on va chercher une attestation écrite du curé d'Ézot, on la ramène au curé Vitrival qui dit ok, ça va, je veux bien l'enterrer. Sauf que le jour de l'enterrement, le curé Vitrival, il ne va pas à la mortuaire. Il refuse de l'enterrer. Et le père du défunt, il n'a pas d'autre choix que de réclamer un enterrement civil de cette première qui est conduit par le bourgmestre libéral. Une semaine après, il va y avoir une collecte organisée dans le village et le journal libéral, la Gazette de Charleroi, nous dit que 150 des 200 familles, très certainement que le chiffre est exagéré, c'est notre guerre, que 150 des 200 familles ont mis dans cette collecte pour pouvoir organiser des enterrements civils à ceux qui le demanderaient et surtout pour pouvoir avoir le matériel. Alors, je ne prétends surtout pas que c'est cet événement en particulier qui a amené l'interdiction de la procession. Je ne fais pas de lien direct entre les deux événements. Par contre, ce qu'on sent quand même, c'est que Vitrival, à ce moment-là, c'est quand même pas l'amour fou entre certains libéraux et une partie du PFG, et que dans ce cadre-là, on peut comprendre qu'il y ait des manifestations. Et donc 1881, c'est la dernière année où on va marcher à Vitrival. La compagnie sortira encore à Saint-Feuillin jusqu'en 1907, et la compagnie ne sera recréée qu'en 1963 pour participer à la Saint-Feuillin et reparticiper à la procession de Vitrival. Malone, je ne sais pas s'il y a eu un conflit ou pas, je vais vous raconter l'anecdote et vous jugerez par vous-même. Je fais le joker. Malone, c'est une très vieille compagnie, elle existe déjà au XVIIe siècle, elle sort à Saint-Feuillin, notamment chez Angeoise, au XIXe siècle, elle va disparaître au début du XXe siècle pour réapparaître à Saint-Feuillin en 1963, et puis tous les ans à Malone à partir de 1970. Alors, Malone, c'est essentiellement les fonds de Malone. Il y a une église, et il y a un petit hameau aussi à Malone, c'est le hameau du Pierrois, qui est quand même situé à 3 km, c'est-à-dire 20 bonnes minutes de marche, sans doute encore un peu plus pour revenir, parce que ça monte et ça monte fort. Le hameau du Pierrois, il n'y a ni chapelle ni église à ce moment-là. Donc les gens du hameau, ils n'ont pas d'autre choix que de se déplacer dans les fonds de Malone pour aller à la messe. Et en 1873, ils vont être encore un peu plus exacerbés dans leur requête quand ils voient qu'on se construit une chapelle dans un autre hameau, celui du Gros Buisson. Et donc, outre le fait que, comme dans tous les cas, dans tous les
Bottin, il y a des rivalités entre les quartiers, c'est assez courant. Outre cette rivalité, le hameau du Pierrois va demander une chapelle, la fabrique d'église et la commune vont refuser. C'est seulement à ce moment-là que Coralie Pirouet, de Châtelet, va payer la construction d'une chapelle sur un terrain qui lui appartient. Elle va en faire don à la fabrique d'église de Madame. Et avec cette chapelle, et bien maintenant, on peut marcher. Et va se créer une compagnie de zouaves, les Bleus de Pirouet, les Bleus du Pierrois, qui participeront à Saint-Feuillin de 1900 à 1907. Or, les Bleus de Pirouet, bleu, c'est quel bleu? C'est le bleu libéral. Est-ce que c'est le bleu du costume qui pourrait être les zouaves pontificaux, en gris bleu? Je n'en sais rien. Avec des photos noirs et blancs, c'est difficile de trancher. Donc, je le laisse à votre appréciation. Bleu, c'est aussi un sujet qui va arriver à Floref, en 1893. Le journal Le Peuple, répondant au sujet de Saint-Feuillin, répondant au journal Le Messager de Force, écrit que les Bleus de Floref s'affirment franchement anti-clé. Alors, bleu, à Floref, quand on parle de bleu, c'est très probablement des Turcos. Une compagnie qui a été créée en 1856, qui va disparaître au début du XXe siècle et qui va réapparaître en 1970. C'est en tout cas une compagnie, parce que si on lit ce que Eugène Gillin écrivait dans ses contes Au plus haut du feu, dans ma fait Delpoin, on est passé d'Elpevaux et Malone, les Bleus et les Roches du Floref, donc ça m'a fait de la peine de plus voir l'année dernière les Malone, l'Ève et les Bleus et les Rouges de Floref. On peut déduire qu'il y avait deux compagnies, les Bleus et les Rouges. Bleus, probablement les Turcos, les Rouges, probablement les Zouaves. Il se disait encore dans les années 1970 que oui, les Bleus, c'était une connotation politique qu'on s'en rappelait, en tout cas dans certains témoignages. Les rouges, est-ce que c'est uniquement les Zouaves ou est-ce que c'est le rouge carmin des catholiques? Là aussi, je laisse votre libre appréciation. Mais en tout cas, pour les Bleus, c'était bien les Bleus. Petit château, le journal, la Gazette de Charleroi nous dit qu'à Walcourt, 1894, eh bien, les deux courants politiques libéraux et catholiques essayaient de constituer des compagnies, chacun de leur côté. Et ils y arrivaient, et tous les deux avaient des compagnies de 250 hommes. Et après, on dit que les catholiques sont partis en délégation à Florence, tandis que les libéraux, eux, ont été à Tilchâteau, et ça les amusait beaucoup d'y aller, parce que ça leur permettait de marcher en tête de procession avec des drapeaux et des fanions bleus, tout en ayant des cocardes libérales à la boutonnière. Un autre épisode à Tilchâteau, c'est que pendant la procession en 1910, on est dans les campagnes. On prend un coup, et puis quand il s'agit de démarrer, il n'y a plus personne qui est capable de porter la statue. Et donc, l'événement rentre tant bien que mal, et on laisse la statue sur place. Et c'est clair qui, le soir venu avec une charrette, va devoir retourner sur les lieux du crime et ramener la statue dans le village, sans toutefois passer par le centre du village. Les Flèches, c'est donc une commune à l'ouest de Gerpine, qui accueille également la Sainte-Rolande, puisque la Sainte-Rolande fait tout le tour des communes avoisinantes de Gerpine. Joseph Roland, qui est aussi un folkloriste, archiviste et un des premiers historiens de Marche, nous dit qu'on a vu dans plusieurs villages, dont les Flèches, deux compagnies de couleurs plus. Le problème que l'on a souvent avec des livres de cette époque, c'est que c'est très peu, ou c'est mal sourcé. On ne dit pas d'où ça vient. On peut imaginer que c'est un témoignage, mais c'eût été intéressant de le savoir. On le prend d'argent comptant, ou on le jette. En tout cas, c'est Joseph Roland, et je crois qu'il fait quand même, il est reconnu dans le milieu des marches. Le journal de Charleroi nous dit quand même, au sujet de
ces deux compagnies que les Flashs, c'est quand même un centre d'activistes socialistes. En effet, donc les pièces de bienfaisance, la persévérance, on y tient des meetings politiques très rouges. 1907, quand on fait des meetings socialistes, c'est pas Magnette qui parle à la télé, hein, c'est chaud hein, comme démonstration. Et donc, là, le curé, il va aussi arracher les affiches à ce moment-là, parce que c'est pas de sa culture. Et donc, on a, en effet, au Flash, des politiques qui sont très forts, et on peut en effet comprendre qu'il y ait deux compagnies différentes. En 1903, le curé des Flashs va dire, un peu avant la Sainte-Roland, va dire à ses paroissiens, écoutez, vous devriez quand même pratiquer plus régulièrement la religion et les grandes fêtes de la chrétienté. Il ne suffit pas de penser qu'en allant à la marche, vous avez rempli votre devoir de bon chrétien. Il faut faire un peu plus. Donc ça ne va pas changer grand-chose dans la façon de faire des paroissiens, mais ça va quand même laisser des traces dans l'esprit des paroissiens. Le jour de la Sainte-Roland arrive, le curé a un enterrement à gérer. Il quitte donc son presbytère et son église. Il a fermé la porte de l'église à clé. Il va à son enterrement. Et quand il a fini son travail là, il revient et va à la rencontre de la procession qui est en train d'arriver au Flash. Et là, arrivé là, il entend « Socialiste, vaut rien, fainéant !» Pour même comprendre que se faire traiter de socialiste par des curés à cette époque-là, c'est quand même un peu chaud hein, comme injure. Et avec un tel accueil, il tourne les talons. La porte de l'église est fermée, on ne rentrera pas les reliques, c'est pas grave, mais au moins cette bande d'ivrognes ne rentreront pas. Et il retourne au presbytère. C'est ainsi que est repris le témoignage du curé par la Gazette de Charleroi. L'affaire fait grand bruit et le journal de Charleroi, socialiste, le lendemain délègue un de ses reporters qui va aller témoigner, chercher des témoignages auprès de différents spectateurs. Et il y a un de ces spectateurs qui va dire non, nous, non, jamais fait d'insultes, non, c'est pas possible. Donc, quand on a vu le curé arriver, on a bien compris qu'entre les prêtres qui autour de la relique et le curé qui arrivait, oui, ça discutait ferme. Ils n'étaient pas contents, ils se chamaillaient. Alors, les ivrognes, il n'y a pas d'ivrognes à la marche, qu'est-ce que vous allez chercher là? Ben non, ça n'existe pas des ivrognes ici. Non. Par contre, quand on a compris, en effet, que les reliques ne rentreraient pas dans l'église, alors oui, un peu chahuté, ou là. Et c'est vrai que quand on est passé devant le presbytère, oui, on a lancé quelques pierres au-dessus du mur du jardin du presbytère. Mais sans plus, hein. Donc on a là un autre témoignage, pas tout à fait concordant avec celui du curé, en tout cas il s'accorde sur un point, c'est que le prêtre n'a pas laissé les reliques entrer dans l'église. Quelques jours plus tard, il y avait un enterrement dans l'église des Flashs, et les paroissiens ont refusé de donner à l'offrande. Frère, pas loin de Walcourt, le journal catholique Le Rappel nous dit qu'en effet, Monseigneur Hélène, évêque de Namur, ne veut pas les marches. Et d'ailleurs, après, il interdit la procession de Saint-Gilles, parce qu'il n'y a réellement plus rien de religieux là, et c'est tout à fait incompatible avec la dignité du culte. On a été jusqu'à arracher des images saintes sur le drapeau de la jeunesse. Et, entre parenthèses, je suis dans la page, le livre de Bertrand Thibault sur les démarches, pour moi, des meilleurs livres qui soient d'abord tous les aspects de la marche. Bertrand Thibault dit qu'à cette occasion, en effet, les autorités communales et anticléricales étaient perçues comme étant des francs-maçons,
Et en 1911, un sacristain va écrire un poème en wallon où il va accuser les francs-maçons. Le temps passe, 1911, on peut lire dans la Gazette de Charleroi, libéral, que puisque le curé ne peut pas marcher, puisque l'évêque l'a interdit, oh, c'est pas un problème, on va continuer à marcher. On fait comme d'habitude, on s'arrête aux chapelles, on tire, on boit un coup, et puis on va plus loin, et on continue, on fait la procession, quoi. Et tout le monde est content, hein. Les commerçants, amusez toujours les cabaretiers, ils sont très contents de ce qui se passe là, les commerçants. On va marcher sans procession réellement et sans clergé surtout à partir de 1911 jusqu'au milieu de l'entre-deux-guerres après. En 1936, c'est l'inversion des rôles. Vers l'avenir nous dit qu'il y avait bien une procession, mais qu'il n'y avait plus de marcheurs. Et on va continuer comme ça jusqu'à la guerre. 1946, toujours selon vers l'avenir, là, les commerçants vont demander à ce que les marcheurs puissent de nouveau escorter la procession, ce qu'ils feront jusque-là. Chastré, toujours près de Walcourt, c'est une ancienne compagnie, hein, au XVIIe siècle, elle est déjà une confrérie, elle marche à la Trinité à Walcourt au XIXe siècle, et encore une fois, Monseigneur Hélène, évêque de Namur, veut interdire les marches. Et là, le curé Chastré, qui a pressenti ça, va prendre les devants. Et là, il va essayer de jouer finement avec les marcheurs. Et bien, il va faire sortir la procession le matin, sans rien dire aux marcheurs, qui n'auront plus qu'à sortir l'après-midi. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et Jules Van der Heus va conclure sur ce sujet-là en disant que les habitants de Chastré vont donc décider à se remettre à marcher, mais vu les instructions des évêques, ça sera sans procession et sans curé. Et ça va durer jusqu'en 1912, nous dit vers l'avenir de 2014. Ce qui est gênant dans les articles actuels, c'est que le journal va dire que c'est suite à une rivalité entre deux adjudants. Il va jeter la pierre aux journalistes, il a probablement recopié ce qu'on lui a dit, ce qu'on savait, qui venait de bouche à oreille depuis très longtemps. Et avec tout ce que je viens de vous raconter, je n'ai pas vu l'ombre de deux adjudants. La présence de deux adjudants, c'est une présence qui est extrêmement facile, qui permet d'expliquer des choses sans heurter quelqu'un. Quand on lit deux adjudants qui ne savent même pas, on peut toujours imaginer que c'est parce qu'ils se disputaient un lopin de terre, ou bien que c'était leur bien-aimé qui posait problème. Ben, deux adjudants, ça ne mange pas de pain. La vraie histoire, ce n'est pas celle-là. Et je trouve que là, c'est dommage qu'on se prive de la connaissance de l'histoire. Peu importe, Chastré, on marchera à partir de 1974. À Caux, c'est comme dans beaucoup de marches. Après le jour solennel, après le dimanche et la procession, le lundi, on va faire le tour des notables. On va leur rendre les honneurs et on va un coup à l'occasion. Et parmi les notables, eh bien, il y a le curé de la Côte. Alors, le journal libéral de la Gazette de Charleroi dit: est-ce que le curé n'aurait pas été un peu trop chiche sur les brossons? Pourquoi? Parce que les marcheurs ont été furieux. Ils ont mis un sac de presbytère, la porte a été trouée à coups de pierre, et le curé a dû se battre dans le presbytère. Poste-la-Ville est terminé avec cette commune-là, je ne vais pas commencer à fatiguer moi aussi. Poste-la-Ville, le premier événement, c'est 1886, c'est assez bénin. Le messager de Tost nous dit qu'il y a eu quelques édiles communaux, qui étaient libéraux à l'époque, qui ont été conduire quelques musiciens pour aller trouver un peu le bal que donnait l'harmonie des volontaires catholiques. Bon. On fait ça aussi dans notre équipe de foot. Hein. Bon. Pas bien méchant, mais ça existait quand même. Le doyen Joseph Crépin
va vivre en 1921 sa première Saint-Feuillet. Bon, il est là depuis un certain temps, il est là avant la Première Guerre mondiale, mais il n'a pas encore eu la Saint-Feuillet à gérer. Et Doyen Crépin voudrait bien imprimer sa marque sur la Saint-Feuillet. Il voudrait bien modifier l'itinéraire, parce qu'il voudrait bien organiser un cortège, pas folklorique, mais il voudrait bien un cortège religieux et historique racontant la vie de Saint-Feuillet. On ne modifie pas l'itinéraire comme ça, disent les officiers. Donc, du côté des officiers, c'est non. Mais on va quand même finir par trouver un compromis. Et on va faire 2 cortèges. La marche va suivre son itinéraire habituel, et le cortège historico-religieux va suivre un autre itinéraire plus court, et ils vont se retrouver juste en face du parking de Garret en fin de journée. Vous voyez bien. Oui, mais il y a quand même un point dans ce que voudrait bien Joseph Crépin. Joseph Crépin voudrait bien supprimer les cantinières. Alors là, c'est un point de blocage. Sérieusement, on ne demande pas des choses impossibles. Donc là, la négociation dure longtemps. On ne veut pas. Et puis, en fin de course, il y a quand même un jeune lieutenant qui va un peu excéder. Il dit, monsieur le doyen, pas de cantinière, pas de soldats, hein, et pas de marcheurs, pas de marche. Et pas de marche, et bien, la procession, elle est manquée. Alors là, Crépin, il doit quand même bien se rendre à l'évidence, il n'aura pas le dernier mot. Et il se plie aux volontés des marcheurs. Il y aura des cantinières en 1921 à la Saint-Feuillet. Il y a un événement dont on parle très très peu, c'est une des tâches sur le CV dont je parlais tout à l'heure, c'est la sortie, la marche féminine de 1935. Alors ça n'a pas lieu le jour solennel du Tour Saint-Feuillet, ça a lieu le lendemain. Les femmes, probablement en mode auvent, vont s'habiller en marcheurs, probablement de costumes qu'elles auront récupérés auprès de leur mari, époux, père ou frère, et vont descendre dans la fosse. Et le messager de fosse commence son article assez gentiment. Il dit, la marche féminine a reçu un bon accueil. Il va quand même conclure en disant, c'était déplacé, inconvenant, et ça ne peut que nuire en marche. Je trouve quand même que la différence de ton entre les milieux de l'article et la fin est assez notable. Doyen Crépin, je ne sais pas s'il sortait des jésuites, mais en tout cas, il est beaucoup plus prudent que le journaliste. Il va attendre plusieurs mois, février 36, pour écrire quelque chose à ce sujet-là. Bon, il ne va pas cacher son avis, hein. C'est un machin burlesque, mais ça ne devrait pas arriver. Il est tellement prudent dans sa façon de gérer les choses qu'il va finir par faire parler le curé Florentville, celui qui officiait à Fosse en 1816. C'est prudent, hein, Joseph Crépin. Il va lui faire dire qu'une femme ne mettra point de vêtements d'homme car c'est la chose abominable de dormir. Donc, en clair, Joseph Crépin, ce machin de marche féminine, il est maintenant. Et ça m'amène, comme dernier sujet, c'est quand même mon sujet préféré, les chochos, c'est une histoire difficile à cerner. C'est probablement ici une des premières photos qu'on a d'eux, qui est prise en 1921 ou 1928. Alors, d'où viennent-ils? Bonne question. On raconte, mais comment on, c'est ce qu'on est LBS. Le on impersonnel, on lui fait dire un tas de choses. Et ici, on raconte que ce seraient les commerçants qui, privés de la sortie de Saint-Feuillet le dimanche du jour Saint-Feuillet, et parce qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas pu s'amuser, mais décidaient de sortir le mercredi, parce qu'il fallait quand même leur part d'amusement. C'est ce que j'appellerai plus tard la théorie du commerçant empêché. Mais on a quand même quelques informations. Mais en particulier, même si on n'en a pas beaucoup, on a quelques dates. Je vous propose de les suivre. De façon assez surprenante, la première mention que j'ai pu voir de Chocho, elle apparaît dans le programme des fêtes communales. Fêtes communales, pas marche. Fêtes communales de 1887,
dans ce programme des fêtes pour participer aux Jeux populaires. Bon, la graphie du Chocho, elle va varier au cours de temps, on ne va pas s'arrêter à ça. La mention suivante, l'autre date qu'on peut avoir, c'est 1894, qui est la date butée, puisque c'est la date du décès de Clément Patrice, celui qui a écrit la chanson des Chocho. Les Chocho existaient avant ça. Il y a Auguste Nurquin qui écrit un dictionnaire wallon-français de Faust et qui va écrire dans ce dictionnaire en 1909. Les Chocho, ce sont ceux qui sortent alors que tout le monde a fini. Ils sortent le mercredi quand les autres ont terminé. En 1928, le doyen Joseph Crépin va reprendre mot pour mot, sans ajouter une virgule, sans retirer une virgule, va reprendre la définition de Auguste Nurquin. C'est la seule mention. Je viens de vous dire toutes les mentions qu'il y a au sujet des Chocho en grosso modo 1880 et 1928. 1935, là, on commence à parler. On en parle longuement des Chocho. Et notamment dans le journal de la Nouvelle Gazette, et là, on va enfin savoir plusieurs choses sur les Chocho, parce que les gens qui vont être interviewés, ils vont raconter leur sortie précédente, et ça va nous permettre de dresser un peu une carte d'identité de ces Chocho. Ils seraient nés donc entre 1879 et 1886. Il y a une omerta à leur sujet jusqu'en 1928. Je défends, sans preuve, mais quand même, je défends l'idée que quand vous voulez que quelqu'un n'existe pas, la meilleure façon de faire, c'est de ne pas en parler. Il va disparaître de lui-même. Cette omerta me semble significative. Le premier drapeau des Chocho, il est bleu. Je commence à devenir difficile avec ces couleurs. Non, c'est pas un hasard. Il a, ce drapeau, la médaille du cinquantenaire. Vous vous rappelez la fête du cinquantenaire à laquelle les évêques ne voulaient pas participer. Eh bien, il y a 3 médailles sur le drapeau des Chocho, et c'est une des médailles qu'il porte fièrement. Le tour Saint-Péien se fait dans un sens, et les Chocho, ils font dans l'autre sens. Ils tirent avec des sachets en papier jusqu'en 1921, avec des fusils. Ils tirent le dos tourné à la collégiale. Alors, on raconte, vous savez le même mot, on raconte que c'est parce qu'ils veulent passer le message à Saint-Péien, c'est pas gentil de nous avoir privé de notre sortie le dimanche, et donc on tourne le dos pour ça. Ouais. Moi, je trouve que quand on veut rendre honneur à quelqu'un, on le regarde dans le blanc des yeux, éventuellement, on descend la tête de son dos. Et ils sont accusés, ces Chocho, d'avoir abîmé la statue de Saint-Félicien, qui est pour le moment en regard, celle qu'on enlevera en 1926 du porche, dessus du porche de la collégienne. Vous remarquez, il y a quelque chose qui ne va pas avec les dates. Hein. Si on enlève la statue en 1926 et que les autres tirent avec des sachets en papier jusqu'à 1928, c'est quand même difficile d'abîmer la statue. Oui, mais bon, on est dans un monde très rationnel. Et quelque chose de magnifique avec les Chocho, pour les François le savent bien, c'est qu'ils montent des modèles généraux. Alors que dans une marche traditionnelle, les officiers plus arrogants montent de fiers destriers, on va quand même se montrer. Ben nous, les Chocho, ils montent des modèles. Et c'est dommage qu'ils ne le font plus maintenant, je leur reproche régulièrement, n'est-ce pas, Philippe ? Je trouve que c'est dommage parce que quand on les voit commander une décharge montée sur un modèle, eh bien, franchement, ça va être le déplacement. Hein. Le modèle est... Ils sont plus capables. Et dans cet article de 1935, on parle, c'est des noms, franchement, c'est des sobriquets, mais il y a moyen de retomber sur ces dates, il y a moyen de retrouver à peu près les gens qui sont là derrière. Eh bien, tous les gens qui sont identifiés là, en tout cas pour une très grande partie, ce sont des gens qui marchaient à Saint-Félicien. Donc la théorie du commerçant empêché, elle prend du plomb dans l'air. Et en tout cas, de tout ce que je viens de vous raconter, de voir à l'envers, c'est l'esprit wallon qui est en train de parler dans les Chocho. C'est la dérision, l'autodérision. On se moque de soi. On se
porte de la Saint-Feuillan. Et c'est d'ailleurs ce que dit des historiens plus sérieux que moi dans un ouvrage sur Faustaville et Mété, publié par le ministère de la Région Wallonne. Il dit que au XIXe siècle, c'est par notre ligne anticléricale que la compagnie des Chocho s'est constituée essentiellement avec des commerçants. Oui, ce sont des commerçants, oui, c'est vrai, mais les commerçants, c'est la base électorale des libéraux. Artisans, commerçants, fonctionnaires, c'est là que les pays, c'est pas les libéraux vont chercher leur clientèle. Donc, moi, la théorie des commerçants empêchés, je conclurai avec le Baudelaire, on peut la mettre de côté, ça ne tient pas la route. Je voudrais pour conclure dire, mais, oui, si on veut un label d'authenticité, une marche, elle doit accompagner une procession, parce que c'est ça l'histoire, c'est de là que ça vient. On remarquera quand même qu'au cours des siècles, il y a eu de nombreux conflits entre clergés et marcheurs, pour un grand nombre venant des excès que les marcheurs pouvaient commettre. C'est comme dans les divorces, il faut être deux pour se taper sur la... Et finalement, ces conflits, ils ne font jamais que refléter les conflits que traverse la société dans laquelle ils vivent. Et je dirais aussi qu'on peut voir à travers ça une évolution du PCI, patrimoine culturel matériel, qui ne peut pas être quelque chose de figé. Et je ferai mien un texte que je n'aurais jamais osé écrire moi-même, qui a été écrit par Pierre-Jean Foulon, qui est un adorateur de Saint-Roch en Fin. Il y a un texte qui est publié sur la page internet de cette marche, et dans lequel il dit, grosso modo, une marche, c'est bien plus qu'un défilé de femmes et d'hommes. C'est bien plus qu'une monstration de reliques sacrées. C'est bien plus qu'un catalogue d'actions et de gestes ritualisés. Une marche est quelque chose qui se rapporte, qu'on peut comparer au carnaval de Rio, au Mardi Gras à Binche, à la Semaine Sainte à Séville, ou même au Saturnal de l'Ancien Orient. C'est en effet pour moi une marche. C'est simplement l'expression de notre humanité. Je voudrais vous remercier de votre attention. Je voudrais également, juste avant d'écouter certaines de vos questions, si vous avez remercier tout d'abord le Cercle d'Histoire pour m'avoir donné l'occasion de vous assouplir et de pouvoir parler aujourd'hui. Je voudrais remercier Alexandre Bailly, Julien Chausset, Benoît Collard, Daniel Faucon-Ancard, Stéphane Massot, Michel Dose, Béatrice Ménil-Hendrix, Marc Moreau, Robert Moucher, Raymond Réma, Michel Robert, Christophe van der Nissen et son frère Pierre-Jean. Pourquoi? Parce que dans des très courtes ou bien des très longues conversations ou échanges de courriels, quand j'ai parlé avec eux, ils m'ont donné des précieuses informations que j'ai essayé de leur rendre aujourd'hui. Je voudrais également remercier Jean-Pierre, un élément indispensable si vous voulez monter une conférence. Je voudrais remercier le Cercle d'Histoire et son président qui est là. Je voudrais aussi remercier mes filles, belles-filles, fils et beaux-fils qui sont précieux dans l'organisation de l'intendant. Et surtout maintenant que je les sorte, je sais qu'il y en a un qui va me servir à boire. Merci pour votre attention. Vous avez encore la force de questions, dites-le, c'est un plaisir d'essayer d'y répondre. Et quand j'aurai bien en bière, je peux aussi